Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus ce soir à la faculté de droit ça doit faire à peu près la 10e conférence débat, pas assez fort, la 10e conférence débat de l'OGIV, l'Observatoire juridique de la vie politique, qu'on a monté avec quelques camarades. Je dois te dire que je suis particulièrement heureuse que ce débat ait lieu à l'université. Il nous est arrivé de réfléchir, de se dire finalement on devrait sortir parfois de la fac pour faire ces débats, mais il me semble, j'avais cru assez naïvement que l'université avait comme mission importante de faire réfléchir les gens, d'aiguiser un tout petit peu leur esprit critique. Et c'est pour ça qu'il me semblait très important, il nous semblait important que ce débat ait lieu à l'université. Et peut-être qu'on a un certain nombre à penser que cette mission première, peut-être la mission de l'université, l'institution peine peut-être un peu à la remplir en ce moment. Donc merci d'avoir rejoint les bancs de l'université ce soir. Alors, en dépit de la forte chaleur, plus proche de nos préoccupations, je vais vous présenter les deux intervenants de ce soir. Alors j'ose à peine présenter Ronnie Broman, qui nous fait pour la deuxième fois la gentillesse de répondre à notre invitation. Donc ancien président de Médecins sans frontières, entre autres professeur associé à Sciences Po, et Santouli, professeur de droit ici même à l'université de Paris 2. Alors ce qui les rassemble ce soir, c'est que tous les deux, ils ont pris très vite dans l'affaire du conflit libyen des positions. Ils ont émis en tout cas plus que des réserves, des très fortes réserves sur la légitimité de la guerre déclenchée par l'OTAN. Alors, pour répondre à certaines petites remarques amicales, des sarcasmes amicaux plutôt, sur la composition de la tribune, pourquoi on n'a pas invité finalement pour que ce soit, parce que ça s'appelle rencontre-débat, et puisqu'il y a une modératrice, pourquoi on n'a pas invité un partisan de l'intervention? Alors, pourquoi c'est vrai, on aurait pu inviter BHL, ça aurait été marrant. D'abord, il ne serait pas venu. Rassurez-vous, il ne serait pas venu. Non, mais bon. Et on a fait ce choix pour la simple et bonne raison qui nous a. Ça peut se discuter, mais en tout cas, c'était notre choix. On s'est dit que finalement, la position pro-interventionniste, elle était largement, plus que largement représentée dans les médias. Elle est complètement univoque. Il n'y a pas de place dans le débat public, nous semble-t-il, pour une position alternative. Et donc, on s'est dit qu'on allait peut-être faire l'économie d'un tenant de la pensée, peut-être pas de la doctrine officielle, mais en tout cas de la doctrine plus que dominante. Donc on s'est dit, voilà, on va s'en passer. On s'est également dit qu'on allait se passer de la présence de politique, parce que c'est vrai qu'il y a quelques députés communistes notamment qui ont pris position contre la guerre. Et on s'est posé la question des invités. C'est vrai qu'on l'a fait par le passé à l'OGIV, d'inviter des gens qui sont censés représenter le peuple, parce que c'est vrai qu'ils ont un point de vue particulier. Mais bon, c'est vrai que dans le contexte actuel, qui est un contexte, ça ne vous aura pas échappé, un contexte électoral, on s'est dit que les hommes politiques et les femmes politiques sont avant tout des animaux politiques, et que la petite litanie électoraliste, ça allait peut-être être un peu pénible à entendre. Quoi qu'il arrive, ils ne peuvent pas s'empêcher. Et c'est vrai que des fois, on a fait cette économie-là aussi. Donc vous voyez qu'on a fait beaucoup d'économies pour aller à l'essentiel. Et je ne pense pas que la qualité du débat, parce qu'on espère faire un débat avec vous ce soir, s'en ressente. Voilà, donc sans plus tarder, je vais passer la parole à Carlo.
Vas-y, il n'y a pas de... Par contre, ouais. Ouais, voilà. Ah oui, c'est enregistré. La séance d'aujourd'hui est enregistrée. Donc si par la suite vous posez des questions, mais vous souhaitez que votre intervention ne figure pas... Vous m'entendez pas bien? C'est pas assez fort. Ne figure pas dans l'enregistrement, ça peut s'arranger. Tout peut s'arranger. Sur le site de l'ogive. http://ogive.org. Merci, Madame le Président, de me donner la parole. Oui. Alors, l'affaire libyenne est une affaire qui sollicite beaucoup l'émotion. Il y a beaucoup de victimes. C'est une guerre, une vraie guerre, quoique un peu étrange. Et il est difficile de l'aborder un peu à la légère. Et donc je m'efforcerai d'être le plus loyal que possible, le plus près de la vérité, mais, et c'est par là que je souhaite commencer, mais la vérité est un peu incertaine dans cette affaire. Il y a une version officielle, il y a une doctrine de l'affaire libyenne. En février, dans le contexte du mouvement populaire en Tunisie et en Égypte, ce qu'on a appelé le printemps arabe, avec une formule qui n'est pas sans ambiguïté, car elle suppose une homogénéité entre tous les Arabes, les Européens, ils ont tous leur diversité, et puis il y a le printemps arabe. L'arabe, c'est un dictateur du désert et un peuple opprimé. Donc, dans ce contexte du printemps arabe, il y aurait eu un mouvement populaire en Libye qui aurait réclamé démocratie, justice et droits de l'homme. Il se serait traduit par des manifestations pacifiques qui se seraient heurtées à une sanglante répression. Cette sanglante répression aurait été suivie d'une véritable escalade avec des bombardements de civils par les avions. Le leader libyen aurait été en train de tuer son propre peuple, his own people, parce qu'apparemment c'est plus grave de tuer son propre peuple, tant qu'on le tue nous, son propre peuple, c'est moins grave. Donc il y a eu le bombardement de civils, il y a eu le criminel sanguinaire qui bombardait son propre peuple, ce qui a provoqué une première résolution des Nations Unies adoptée le 26 février 2011, la résolution 1970, qui a adopté des mesures de sanctions économiques, le gel des avoirs libyens, un embargo militaire et a saisi la Cour pénale internationale des événements qui justifiaient cette réaction. Le gel des avoirs libyens, on peut le noter dès maintenant, a été présenté dans les médias comme le gel des biens détournés par Muammar Kadhafi et sa famille. Or, les biens gelés sont des biens, des avoirs qui appartenaient à des personnes morales de droit public libyens, appartenaient à l'État, en somme, à l'administration, et non pas à la personne. C'est comme si on disait que les avoirs de la Caisse des dépôts et consignations sont des avoirs détournés par Nicolas Sarkozy. C'est excessif. Donc, dans ce contexte, les voisins, face à la radicalisation du conflit en Libye, les voisins libyens, les voisins de la Libye auraient appelé au secours le Conseil de sécurité. Il y aurait eu une résolution de la Ligue arabe qui demandait l'aide du Conseil de sécurité pour arrêter les bombardements civils. Il fallait donc une zone d'exclusion aérienne pour arrêter ces bombardements. C'est la deuxième résolution, la résolution 1973 du 17 mars 2011, qui prononce un cessez-le-feu, normalement pour les deux parties, un cessez-le-feu, il n'y en a pas un qui arrête de se défendre et l'autre qui cogne, donc un cessez-le-feu pour les deux parties, une zone d'exclusion aérienne et les mesures nécessaires pour protéger les populations et les zones civiles menacées d'attaques en Libye, en Jamaria arabe libyenne. Donc, toutes les personnes menacées d'attaques
sur le territoire libyen, peu importe qui attaque, à la limite, les uns ou les autres. Les deux, dans les deux cas, il fallait défendre. Voilà la version officielle. Alors, depuis la version officielle a souffert de critiques qu'on n'a guère entendues, mais qui sont des critiques réelles, des objections. La première objection, et la plus importante, concerne les bombardements civils. Et la réalité de ces bombardements civils a été mise en doute par 3 séries de sources. D'abord, les étrangers sur place n'ont pas entendu les bombardements. Aujourd'hui, on les entend, les bombardements. En général, c'est difficile à dissimuler un bombardement. Les civils ont entendu des coups de feu, mais pas des bombardements. Deuxième élément qui met en question l'existence de ces bombardements, c'est le rapport d'Amnesty International pour l'Est de la Libye. Il n'y a pas eu de bombardement selon Amnesty, qui n'est pas une organisation qui a pour l'habitude de dédouaner. Elle a plutôt une tendance, c'est sa fonction, à dénoncer. Donc, le rapport d'Amnesty pour l'Est et le rapport de la mission présidée par l'ancien patron de la BST, et par le préfet Bonnet, pour l'Est libyen. Ces 2 rapports d'autorités indépendantes ont considéré qu'il n'y avait pas eu de bombardement. Et enfin, une 3e source, l'observation satellitaire russe. Les Russes ont eu l'obligeance, comme ça, par transparence, de rendre connus les résultats de l'observation satellitaire. Il n'y avait pas d'avion. C'est difficile de bombarder avec des avions s'il n'y a pas d'avion vu par satellite. Donc, face à ces 3 sources, il y a un récit qui a été lancé par la chaîne de télévision du Qatar, Al Jazeera, et qui a été repris en boucle par tous les médias. Et donc, face à ce récit univoque et les observations qui ont été faites par ces 3 sources après coup, il devient très difficile de prétendre aujourd'hui qu'il y a eu des bombardements de civils en Libye dans la première phase du conflit. Alors, ce qui reste de cette période très trouble, il reste 2 éléments. On dit, il n'y a peut-être pas eu de bombardement, mais ils auraient eu lieu plus tard. D'abord, à ce moment-là, il y a eu une forte répression des manifestants. Cette thèse de la forte répression des manifestants, disparaissent les avions et la zone d'exclusion aérienne, c'est-à-dire toute la guerre, théoriquement, la justification de la guerre. Mais il reste une idée diffuse de répression. Idée diffuse de répression qui se heurte à 2 obstacles majeurs. Le premier, c'est une observation factuelle. C'est que les manifestants pacifiques ont pris d'assaut une caserne militaire, et puis plusieurs casernes militaires. Ils étaient bien armés, bien entraînés. Un manifestant non armé ne détruit pas un mur d'enceinte en ciment. C'est très difficile. Même à coup de pioche, c'est impossible. Donc il y avait un affrontement armé. Et puis le deuxième élément, qui jette des doutes sur l'ampleur de la répression elle-même, c'est que le ministre de l'Intérieur, le chef de la police, le chef de la répression, c'était Younes, c'est-à-dire celui, Abdel Fattah Younes, qui prendra quelques semaines plus tard la tête des insurgés. Donc c'est lui qui aurait commandé la répression, c'est celui qui aurait pris la tête des insurgés, la tête des opérations militaires des insurgés, en raison de la répression qu'il aurait décidé lui-même. Très incertain. Ajoutez à cela que le ministre de la Justice de l'époque, c'est Abdel Jalil, c'est-à-dire le chef actuel, donc le patron des procureurs. On sort du patron de la police pour aller vers le patron des procureurs. C'est Abdel Jalil, c'est-à-dire le patron actuel du CNT. Cette idée de cette violente répression doit être acceptée de sang-froid, et donc avec une certaine prudence. Alors il reste bien entendu la rhétorique, qui était effectivement violente. On dit que Kadhafi était un dictateur sanguinaire, un homme fou. Ils avaient promis des rivières de sang, ils avaient promis de chasser les rats.
Bon, alors on peut effectivement être sensible négativement à la force des formules, mais c'est des formules assez précises. Hein. Il a dit on va chasser les rats. Les rats, dans ce langage, c'était les bandes armées avec lesquelles il y avait un affrontement. C'était un objectif militaire. Il n'a pas dit, je ne sais pas, il faut nettoyer toute cette racaille au Karcher, qui est quand même beaucoup plus vague, incertain. Ah là, évidemment, qui est visé par une formule de ce type? C'est très incertain. Alors que là, c'est une formule plus visée. En tout cas, une formule qui est dont il est difficile d'imaginer qu'elle justifie à elle seule le bombardement systématique du territoire libyen depuis 7 mois auquel on assiste. Alors, donc on sait aujourd'hui 2 éléments. Un élément factuel, vous l'avez entendu, les doutes sur le récit médiatique, sur la réalité qu'on a présentée, les doutes sérieux qui devraient inciter à la prudence plutôt qu'à la guerre, et des doutes aussi diplomatiques. On a dit que l'ONU intervenait, l'OTAN en pratique, l'Alliance Atlantique en pratique, intervenait à la demande des voisins de la Ligue arabe. Ce sont les voisins de la Libye qui réclamaient la zone d'exclusion aérienne. Une observation rapide des faits montre que l'idée de la zone d'exclusion aérienne, qui vient du reportage d'Al Jazeera, a été votée par le Conseil du Golfe, par les États du Golfe, donc Qatar le premier, et ensuite par la Ligue arabe. Et la Ligue arabe a été choisie en raison de sa composition. Parce que les voisins de la Libye, vous me l'apprenez, sont l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, le Soudan, le Tchad et le Niger. Je laisse de côté le Tchad et le Niger qui ne votent pas dans la Ligue arabe, reste l'Égypte, la Tunisie, l'Algérie et le Soudan. Le Soudan et l'Algérie ont été contre cette résolution, et donc il ne reste que l'Égypte et la Tunisie. Qui représentait l'Égypte et la Tunisie? La Libye, on ne l'a pas laissé voter parce qu'elle était mise en cause, et l'Égypte et la Tunisie n'étaient pas représentés. Ils n'avaient plus de ministre des Affaires étrangères. Il y avait eu le printemps arabe, justement, entre guillemets, qui était passé par là. Les voisins ne se sont pas du tout exprimés en faveur de cette intervention qu'ils craignaient. Et donc on a utilisé la Ligue arabe parce qu'elle était dominée par les États du Golfe. On sait qui représentait l'Irak dans cette affaire. Enfin, on sait très bien que la Ligue arabe ne représentait pas la Libye, qui est en Afrique, et l'Union des États africains, l'Union africaine, était opposée à cette intervention. La région n'en voulait pas, à l'exception du roi du Maroc, qui, avec l'émir du Qatar et le roi d'Abdallah d'Arabie Saoudite, a choisi de donner une leçon de démocratie à la Libye, bien entendu. Ce sont 3 exceptions remarquables. Enfin, celle du Maroc, en particulier en Afrique. C'est le seul État de la région qui a voté effectivement pour la résolution. Voilà, sur ce panorama factuel, je voudrais, si vous avez la patience d'aller jusque-là, vous proposer 2 séries d'observations juridiques et puis une série d'observations qui relèvent davantage des relations internationales et peut-être de la morale, car c'est une affaire qui est aussi une affaire morale, je trouve. Alors, sous l'angle du droit international, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a 2 types de problèmes. Un premier type de problème qui concerne la résolution du Conseil de sécurité qui a autorisé l'opération militaire. Et un deuxième problème qui concerne le rôle de la Cour pénale internationale. Sur le Conseil de sécurité, il y a 2 situations qui sont des situations véritablement inédites dans l'histoire du droit international, et surtout la première. La première situation, c'est que l'autorisation de recours à la force du Conseil de sécurité se fonde sur des événements dont on sait aujourd'hui qu'ils n'ont pas eu lieu. Non seulement ils n'ont pas eu lieu, mais il paraît de plus en plus évident qu'ils ont été construits à travers Al Jazeera, construits à travers les médias, mais construits de façon organisée. Et donc, on est dans une situation assez inédite, qui est que le constat
qui est nécessaire en vertu de l'article 39 de la Charte pour utiliser les pouvoirs que confère au Conseil de sécurité l'article 42, peu importe les textes, mais que le constat qui fonde de ces pouvoirs s'appuie sur des faits non seulement évidemment faux, mais probablement, entre guillemets, frauduleux. Et c'est une situation qui, en tant que telle, ne s'est jamais produite et dont le statut juridique, les conséquences juridiques sont pour le moins incertaines. Le Fraus omnia corrompit, une décision obtenue de cette façon-là, quelle est sa valeur juridique? La deuxième problématique liée à la résolution du Conseil de sécurité, c'est qu'est-ce qui a été autorisé? Qu'a fait le Conseil de sécurité? Il a décidé un cessez-le-feu applicable aux deux parties, et puis une zone d'exclusion aérienne et une autorisation d'intervention de protection des civils en cas de rupture du cessez-le-feu. Or, il n'y a pas besoin d'une très profonde enquête sur le terrain pour voir que le cessez-le-feu qu'avaient voulu les Russes, pas ceux qui ont appliqué la résolution, car ce qui s'est produit, c'est que le cessez-le-feu est le compromis avec les Russes, et le reste est ce que voulaient les Français, les Anglais et les Américains. Et donc, ce qu'on a concédé aux Russes, c'est-à-dire la garantie du cessez-le-feu, a été oublié, les Russes ont été mis de côté, on a utilisé l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, et le cessez-le-feu, on l'a oublié. Et donc, on a laissé le CNT continuer le combat. Et du coup, parce qu'on a laissé une partie ouvertement continuer le combat, l'opération qui était destinée à réagir à la violation du cessez-le-feu est devenue une opération pour appuyer le combat, la guerre civile, le combat d'une partie contre une autre. Et les Russes l'ont dit, les Chinois d'une autre façon, il n'y a pas besoin d'une grande expertise à la fois en droit international et d'observation des faits pour comprendre que le mandat est fragile, car il est basé sur des faits fictifs, et il est méconnu puisqu'il a donné lieu à une opération sans lien avec l'opération qui est décidée. S'agissant de la Cour pénale internationale, je serai plus bref. La Cour pénale internationale n'était pas compétente pour ce qui se passe en Libye. Le Conseil de sécurité a étendu cette compétence dans sa première résolution. Et donc, il a donné à la Cour pénale internationale le pouvoir de juger les crimes allégués qui auraient été produits, qui se seraient produits en Libye. 3 observations. La première, il y a un élément de cette résolution qu'on a délibérément caché aux gens. C'est un choix de ne pas le dire. Alors je me fais un plaisir de vous le lire. C'est anecdotique peut-être, mais je vous le lis. Décide le Conseil de sécurité que les ressortissants, responsables ou personnels en activité ou anciens responsables ou personnels d'un État autre que la Libye, qui n'est pas partie au statut de Rome de la Cour pénale internationale, sont soumis à la compétence exclusive du dit État pour toute allégation d'acte ou d'omission découlant des opérations en Libye établies ou autorisées par le Conseil ou s'y rattachant à moins d'une dérogation formelle de l'État. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien compris. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les Américains et tous ceux qui travailleraient pour les Américains et qui agiraient dans le cadre de la résolution ou simplement dans une opération qui peut être rattachée à l'action des Nations Unies sont, 1, exonérés de la Cour pénale internationale, 2, surtout, soumis à la compétence exclusive des États-Unis. C'est-à-dire que théoriquement, même pas les Libyens pourraient les juger pour ce qu'ils auraient fait en Libye. Ce petit aspect de la résolution, c'est pas grand-chose, c'est pas très grave. Mais ce qui est grave, c'est qu'on ne l'affronte pas, qu'on le cache. Une cachotterie. Bon, ça, ce n'était qu'une cachotterie. Ensuite, dans la mise en œuvre, il faut dire que c'est écrit d'une façon qu'on ne comprend pas immédiatement. Et c'est très étonnant parce que ce n'est pas seulement les nationaux américains, c'est aussi ceux qui travailleraient pour les États-Unis ayant une nationalité différente.
Donc les États-Unis se réservent par leur société militaire privée de déléguer à des, pas mercenaires, pas des mercenaires, des soldats non américains, la tâche de faire la besogne en Libye. Bon, donc ça, c'est aspect. Ensuite vient ce qu'a fait la Cour pénale internationale, et au fond, il faudra beaucoup d'années pour juger tout ça, hein, cette période de la vie de la Cour pénale internationale. Je dirais simplement que la Cour pénale internationale a enquêté sur Muammar Kadhafi, son fils Saïf al-Islam, qualifié de premier ministre de facto de la Libye. Premier ministre de facto. C'est une innovation d'une extrême originalité. Qui est le premier ministre de facto des États-Unis? Qui est le premier ministre de jure des États-Unis? C'est quoi un premier ministre de facto? Qui est le premier ministre de facto à la limite du Royaume-Uni? Cameron, c'est le premier ministre de jure, mais c'est lui qui a le pouvoir. Alors c'est peut-être la reine d'Angleterre, le premier ministre de facto. Enfin, je ne sais pas très bien ce que c'est que le premier ministre de facto. La Cour pénale, elle, le sait. On ne va pas expliquer, mais elle le sait. Et aucune enquête sur le massacre systématique des Noirs libyens. Aucune enquête à ce jour. Aucune enquête sur les bombardements des civils par l'OTAN. Aucune. Rien. Que ces deux personnalités. Ça ne serait pas grave s'il y avait deux éléments très troublants et qui, à mon avis, vont peser dans l'avenir de la Cour. Le premier, c'est que les seuls faits pris en considération pour le mandat d'arrêt contre Kadhafi et son fils, les seuls faits pris en considération sont les faits antérieurs à la résolution. C'est-à-dire des faits dont on sait aujourd'hui que pour l'essentiel, ils n'ont pas eu lieu. Deuxième, c'est que, alors, j'ai horreur des attaques ad hominem. Je n'ai pas envie de parler du procureur de la Cour pénale internationale et des juges. J'ai horreur de ça. Et donc, je ne vous dirai pas ce que je pense de ces choix politiques du procureur. Je ne vous le dis pas. Et je ne vous parlerai pas des juges, mais quand même sur les trois juges qui ont validé le mandat d'arrêt, un est le juge italien, qui est un homme sans doute charmant et magnifique, mais le juge italien, le juge de l'ancienne puissance colonisatrice en Libye, le juge d'un État qui s'est engagé dans la guerre, la Libye, en alléguant la réalité des faits pour lesquels on émet le mandat d'arrêt. Enfin, c'est quand même pas compliqué de comprendre qu'on ne peut pas composer comme ça une chambre. Je ne vous parle pas des deux autres, hein, parce que ça serait vraiment très, très, très désobligeant. Je reste sur l'institutionnel. Je trouve, à titre personnel, que le choix de garder le juge italien, qui est, encore une fois, sans doute un homme parfait, impartial, etc., magnifique, hein, mais il y a un problème institutionnel, et non pas un problème d'homme. Ce n'est pas le ressortissant italien qui peut juger ça. Ce n'est pas un bon choix institutionnel. Voilà, j'ai été long, mais voilà l'essentiel des quelques problèmes juridiques sur lesquels je voulais mettre l'accent, et je dirais un mot, si vous avez encore la patience de l'entendre, un dernier mot sur les conclusions qu'on peut tirer de tout cela. Les conclusions, le bilan. Le bilan, il y a d'abord le bilan humain. Donc c'est un peu moral de le dire, mais c'est le bilan humain. On a construit une intervention pour éviter un bain de sang, et on s'aperçoit aujourd'hui que le risque du bain de sang ne correspondait pas à une réalité que rationnellement et sérieusement on pouvait admettre. Et pour éviter un bain de sang imaginaire, on en a commis un réel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Libye est une tragédie humaine qui est motivée officiellement par de bonnes intentions, mais qui est un enfer pour le peuple libyen qui ne l'a pas mérité. Spécialement les Libyens de couleur et les étrangers de couleur en Libye, spécialement, mais aujourd'hui toute la population, et vous direz sans doute mieux que moi la situation terrible, épouvantable de Sirte, qui est sous les attaques des rebelles,
Et non seulement l'OTAN ne protège pas la population de Sirte, comme le dit la résolution, mais elle aide les rebelles à achever la population de Sirte. À côté de ce bilan humanitaire, il y a un bilan militaire qui est tout aussi désastreux. La plus grande puissance militaire du monde, l'Alliance Atlantique, 7 mois de bombardement sur une petite bandelette côtière, pour l'essentiel, d'un petit pays, en termes de taille, 5 millions d'habitants, et ces 7 mois de destruction n'ont abouti à peu près rien. Bien sûr, la Libye est détruite. Bien sûr, les infrastructures libyennes sont disparues. Bien sûr, la Libye est détruite. Mais il n'y a rien qui a été mis à la place et il n'y a rien qui est en passe d'être mis à la place. Il y a quelques zones dans le nord de la Libye, dans cette bandelette côtière, qui sont dans les mains des islamistes. Il y a une zone, la zone de Misrata, qui est dans les mains d'une tribu, la tribu de Misrata. Mais ces entités, les islamistes à Derna, pour partie, et à Tripoli, pour partie, et les Misrati à Misrata, n'obéissent pas au CNT. Le CNT, lui, contrôle quelques quartiers à Benghazi, à Jdabia, et, avec l'aide de l'OTAN, quelques petites villes autour de Tripoli. Mais très peu de choses. Le reste est livré à des entités qui ne sont pas soumises à un commandement commun, qui ne sont pas soumises à une politique commune. Et une population qui aurait dû se soulever et qui se soulève, on le voit à Sirte, Beni Walid, et on le revoit à Tripoli, se soulève contre le CNT, se soulève contre l'Alliance Atlantique, se soulève contre les libérateurs. Donc un désastre sur le terrain. Et ce désastre, à mon avis, et je m'arrêterai là, est un désastre pour nous qui nous enseigne 2 séries de choses. Et il va être très difficile de fermer les yeux longtemps sur ces 2 séries de choses. D'abord, sur nous. Qu'est-ce que la Libye enseigne sur la France, l'Italie, la Grande-Bretagne, moins l'Allemagne, les États-Unis? D'abord que l'idée que la démocratie équivaut à la paix est fausse. Les démocraties sont guerrières. Les démocraties vont en guerre. On l'avait vu en Irak, en Afghanistan, on le voit sous les yeux. La démocratie peut être guerrière. La démocratie n'est pas pluraliste. Ou plus exactement, il y a une pluralité de sources d'information, mais la pluralité des sources d'information, 15 journaux, 10 télés, ne garantit pas la pluralité de l'information. Si on met de côté les excellents textes produits par Ronnie Broman à l'Humanité et à Libération et les quelques interventions que moi-même, je parle de moi, ça me fait plaisir, les quelques interventions que rien, un monolithe autoritaire. Et donc, pluralité des sources, pluralité des canaux d'information ne veut pas dire pluralisme de l'information. Le 3e dogme, la démocratie est bonne pour les droits de l'homme, peut-être à l'intérieur, sans doute pas à l'extérieur. 3e enseignement, c'est notre espoir. La démocratie, c'est le respect des droits de l'homme, peut-être chez nous, mais pas pour des peuples dont on a choisi qu'ils ne méritaient pas la tension humanitaire qu'on porte encore à l'intérieur de nos frontières. Et le fond de cette affaire est que, malgré tout, le sang libyen ne vaut pas très cher pour nous. Autrement, ça ne serait pas possible. Donc cette association démocratie et droits de l'homme, qui est un grand espoir, il doit être revu à mes yeux, parce que cette affaire montre que cette association est vraie pour l'intérieur, sans doute pas pour l'extérieur. Je ne vous dirai pas, vous en parlerez sans doute vous mieux que moi, quelle peut être une rationalisation, pourquoi on a vraiment fait cette folie, pourquoi. Je ne cherche pas à l'expliquer, je voudrais conclure plutôt sur le dernier enseignement qui est géopolitique, sur qu'est-ce que c'est aujourd'hui la puissance de les relations internationales, parce que c'est les 30-40 années qui sont devant nous. Eh bien, la Libye est la preuve qu'il faut distinguer, quand on parle de puissance, 2 choses complètement différentes. Il y a la puissance de détruire, la puissance de destruction, la puissance d'empêcher. Et l'Alliance Atlantique a montré à nouveau qu'elle est une très grande puissance. Elle peut détruire la Libye, elle peut continuer, elle peut même la balayer, elle peut détruire le peuple libyen, et elle peut le faire.
Mais cette puissance n'est qu'un aspect de la puissance. Il y a un deuxième aspect de la puissance qui a été complètement négligé, qui est non pas la puissance de défaire, la puissance de faire. Non pas la puissance de détruire, mais le projet politique. Et ce qu'a montré l'Alliance Atlantique, ce que nous avons montré, nous, c'est que nous n'avions pas en Libye, et on n'en a toujours pas, on n'a pas de projet politique. La guerre ne peut être perdue en définitive pour l'Alliance Atlantique, car il n'y a plus de message de civilisation authentique et honnête que nous portions. Nous n'avons pas de projet, et l'impuissance de cette guerre n'est pas celle de la destruction qui marche bien, c'est l'impuissance de la création. Pas de projet, donc impuissance. Voilà. Merci beaucoup, Carlo, pour cette intervention extrêmement riche. Moi, j'ai déjà entendu un certain nombre de fois, mais c'est bien d'entendre encore une fois. Ce qui est vrai, peut-être, ce qui est le plus hallucinant et pour moi le plus frappant, c'est l'absence totale de débat public sur une question aussi grave. C'est vrai que, parce que c'est toi qui as été à l'origine de ce débat, c'est toi qui a attiré notre attention là-dessus depuis le début. Et c'est vrai que assez rapidement, les choses apparaissent, sinon claires, en tout cas très complexes. Et le monolithe dans les médias est extrêmement troublant et, à mon avis, extrêmement significatif de notre organisation politique, finalement. Démocratie, je ne sais pas ce que c'est qu'une démocratie, ni qu'un projet de civilisation. C'est des choses qui sont peut-être trop compliquées pour moi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que notre organisation politique ne fonctionne pas. Le modèle représentatif ne fonctionne pas, mais la liberté de la presse, telle qu'on nous la vend, ne fonctionne pas. Pour des raisons certainement complexes et imbriquées les unes aux autres. Voilà, bon, je vais passer tout de suite la parole à Ronnie Broman. Merci. Je commencerai par dire que dès le début, j'ai éprouvé quelques doutes, même plus que quelques doutes, des doutes certains sur l'issue de cette guerre, non pas parce que je mettais en cause dès le début les faits, je n'avais pas précisément d'informations, je ne savais pas ce qui s'y passait, et considérant que Kadhafi était effectivement un dictateur, j'estimais que les violences qui pouvaient être exercées à l'encontre des insurgés de Benghazi pouvaient aller très loin. Donc la question du même sang se posait sans doute du point de vue de son intensité, de son ampleur, mais dans les premiers temps, j'adhérais néanmoins à l'idée qu'il y avait déjà eu beaucoup de sang versé et potentiellement encore beaucoup de sang à attendre de la répression. Donc avec les informations qui sont venues ensuite, enfin, qui ont perlé, qui nous ont atteints de façon assez disparate, j'ai conforté mon point de vue critique sur la guerre, mais ça n'est pas ça qui m'en a fait, c'est pas ça qui l'a fait évoluer, c'est pas ça qui l'a fait changer. Et par ailleurs, pour finir ce propos introductif, je dirais que sur la fin du propos de Carlo, je me sépare, et je dirais pourquoi, enfin, les rapports de la démocratie et de la violence me paraissent pouvoir être analysés sous un autre aspect. Enfin, je vais essayer de faire tenir tout ça dans un laïus pas trop long pour que la discussion puisse s'engager ensuite. Je disais donc que j'étais à peu près en phase avec ceux qui énonçaient les faits, sans pour autant en tirer les mêmes conclusions. La raison n'en est pas que je connaisse la Libye et que j'ai fait un diagnostic lié à une analyse de la situation précise dans ce pays. Jusqu'au mois de juillet dernier, je n'y avais jamais mis les pieds, je n'avais jamais rien lu sur ce pays, donc je n'en avais aucune connaissance particulière. En revanche, mon expérience, à la fois pratique dans l'action humanitaire,
mais aussi, disons, théorique, analytique, dans mes activités d'enseignant. Ce que j'enseigne, ce sont, disons, les crises majeures, dont les conflits armés, par conséquent, mais pas seulement, et la réponse à ces crises. J'ai donc eu l'occasion d'étudier en détail, même lorsque je n'y étais pas physiquement impliqué moi-même, un certain nombre de ces grandes crises qui, depuis la Somalie jusqu'à la Libye, la Somalie, disons, de 91-92, le début de la guerre, de la famine et de l'intervention qui a suivi, jusque donc à la dernière en date, la Libye, j'ai eu l'occasion de suivre ces interventions militaires qui avaient une visée protectrice ou salvatrice. On les appelle maintenant responsabilité de protéger, on appelait ça avant, en tout cas en France, et dans des milieux très limités, mais tout de même c'est une idée qui faisait son chemin, le droit d'ingérence ou le devoir d'ingérence. Aujourd'hui, il y a un habillage, pas un habillage, pardon, il y a une construction juridique qui légalise cet usage de la force à des fins humanitaires, ça s'appelle la responsabilité de protéger, mais je ne vois pas pour ma part de rupture fondamentale au cours de ces 20 dernières années, et c'est la question des visées, enfin des vertus que l'on peut attribuer à la guerre, à des guerres par choix, à des guerres que l'on engage dans un but vertueux. Ce sont ces questions-là, c'est cette question-là que je voudrais soulever ce soir. Si l'on examine, je ne vais pas faire un laïus sur la Somalie, rassurez-vous, mais si l'on examine la Somalie, on retrouve des conditions qui sont tout à fait analogues à ce que l'on observe en Libye. Une guerre, des poches de famine qui allaient en s'étendant, une situation humaine, sociale, politique dramatique. Et donc, lorsque l'intervention en décembre 92, l'intervention dite Restore Hope, a eu lieu, elle a été saluée comme la victoire de l'esprit humanitaire et la première avancée après la chute du mur. Je mets de côté la guerre du Golfe qui avait eu lieu juste avant. La première avancée où l'on voyait des militaires agir non pas dans le cadre d'une guerre qui avait un parfum de pétrole comme celle de la première de Desert Storm, donc de la guerre d'Irak, mais une guerre désintéressée se déroulant dans un pays qui n'avait pas de ressources ou quasiment pas, qui n'avait pas d'intérêt stratégique réel et qui donc montrait par son dénuement même la hauteur morale et le désintéressement de l'intervention qui avait lieu. Et lorsque, 15 jours après une relative paix, non, même pas une relative, la paix est revenue à Mogadiscio, je me rappelle l'enthousiasme de la presse, d'un certain nombre d'ONG, mais qui, en tout cas pour celles qui étaient sur le terrain, restaient relativement prudentes pour diverses raisons, dont un certain scepticisme tout de même, mais l'enthousiasme de la presse. Je rappelle que ça a été baptisé, cette intervention a été baptisée l'an 1 de l'ingérence humanitaire. Il y a eu plusieurs ans 1 de l'ingérence humanitaire, un an auparavant, il y en avait déjà eu un an 1, mais ça c'est ça nous signale l'amnésie effroyable, enfin l'amnésie impressionnante en tout cas, dont on est victime ou dont on est acteur. Je ne sais pas si elle est construite ou si elle s'impose comme cela, mais l'amnésie dont on fait preuve en tout cas dans toutes ces questions-là. Parce que à cette période triomphaliste a rapidement succédé une série de problèmes qui, en l'espace d'1 an et demi, a transformé l'intervention extérieure humanitaire en un clan armé qui était engagé totalement dans la guerre civile jusqu'au cou, incapable d'ailleurs de maîtriser les enjeux qui étaient directement liés à cette guerre civile, et le fiasco militaire, la dérive sanglante dans laquelle cette intervention s'est engagée, n'ont fait que aggraver la situation d'affrontement. Je ne dis pas qu'ils l'ont créée. Siad Barré et les Somaliens s'en sont occupés, et je ne crois pas qu'il faille... je pense qu'il faut se garder de trouver un coupable idéal
dans ce genre de situation complexe. Mais ma position, c'est qu'à défaut de pouvoir construire un bien parfait, on peut toujours tenter de commencer par s'abstenir de contribuer à l'enfoncement dans le mal. Le mal étant ici l'exercice généralisé de la violence, et il me semble absolument indiscutable que l'intervention multinationale de 92 à 94 a contribué à cet enfoncement dans la violence avant de se solder par un retrait piteux en février-mars 94 de ses forces. Et vous n'avez pas pu ignorer, bien entendu, les appels qui ont été lancés récemment au sujet de la Somalie. Près de 20 ans après, les clans, les violences, la division du pays, qui est maintenant partitionné en trois territoires différents, la Somalie, le Somaliland, le Puntland et le reste du pays qui s'appelle la Somalie. Voilà le résultat qui a été obtenu. Ça a été un véritable désastre, ou en tout cas une contribution importante à l'installation d'un désastre dans ce pays. Ce laboratoire des interventions, car ça a été la première véritable de ce type-là, ce laboratoire des interventions militaires à visée humanitaire qu'a été la Somalie, conçu comme cela d'ailleurs, a également, mais là le temps manque, je vous demande de me croire sur parole, a également commencé, non pas par par un mensonge total, car encore une fois, la guerre et la famine étaient bien présentes en Somalie, malheureusement, mais par une amplification démesurée, une manipulation des chiffres qui nous rappelle un certain nombre de constructions propagandistes qui ont été elles-mêmes dans les suites, dans les 20 ans qui ont suivi, le prélude à d'autres guerres. Et il n'y a pas seulement besoin de se référer aux armes de destruction massive, mais on peut aussi penser au génocide du Rwanda, au génocide du Soudan, du Darfour, qui a été martelé comme une vérité allant de soi pour préparer les esprits à une guerre qui, heureusement, n'a pas eu lieu. Mais en remontant par récurrence, on peut penser au plan fer à cheval, au terme duquel le plan fer à cheval qui était donc le fer à cheval étant l'image de l'encerclement, qui était l'encerclement dans lequel se trouvait pris le Kosovo et le génocide qui était en préparation dans cette province yougoslave ou ex-yougoslave. On parlait en effet de 500 000 morts, et puis on en a rabattu, on a parlé de 100 000 morts, mais enfin 100 000 morts, ce sont quand même des tas de cadavres qui ne sont pas si faciles que ça à escamoter. Ensuite, on a diminué finalement les investigations du TPY, de la police, des médecins légistes, ont finalement mis à jour un peu moins de 5000 corps, 4700, dont une bonne partie étaient directement des victimes de combats, et dont une partie, en effet, avait été des civils abattus pour ce qu'ils étaient. Mais ça donne déjà une idée du changement de proportion, du changement d'ordre de grandeur du début, c'est-à-dire du moment de préparation de cette guerre à la fin. Toutes ces informations sur l'exercice des violences ne sont néanmoins pas nécessairement fausses. Par exemple, au Rwanda, je le cite parce que dans l'affaire qui nous intéresse, c'est un précédent important. Au Rwanda, le génocide a bien eu lieu, le grand massacre s'est produit, le massacre des Tutsis, et c'est le général Dallaire, qui était à l'époque le commandant de la force des Nations Unies au Rwanda, la MINUSMA, c'est le général Dallaire qui est, entre autres, avec Gareth Evans et plusieurs autres personnalités d'origine diverse, Mohamed Sarnoun, entre autres, à l'origine de ce concept de la responsabilité de protéger, qui est aujourd'hui utilisé pour déclencher des guerres, et qui est finalement la première tentative réussie, le droit d'ingérence étant une première tentative importante mais inaboutie, la première tentative réussie de réhabilitation de la guerre juste.
faisant fond sur ce précédent rwandais. La réhabilitation de la guerre juste, c'est d'abord la réhabilitation de la guerre et avec elle, d'une certaine manière, la réhabilitation du pieux mensonge et du wishful thinking comme modalité politique. Et c'est là que j'en viens à mon deuxième point, le premier étant la séquence, enfin la suite presque ininterrompue, je dis bien presque, mais tout de même que l'on peut s'amuser à repérer dans la quasi-totalité des conflits menés depuis 20 ans. La réhabilitation donc de la propagande, du mensonge, ou plus exactement de la rhétorique d'intimidation, drapée dans un manteau de vertu humanitaire et se présentant sous les auspices de l'urgence. Ça a été particulièrement visible au moment de la Libye, enfin en mars dernier, pour justifier donc l'entrée en guerre. Je ne reviens pas sur ce qu'a dit Carlo, c'est particulièrement frappant. Il en a fallu beaucoup, de même qu'il a fallu une sidération de tout esprit critique parmi, disons, un certain nombre, ou la majorité de nos éditorialistes et une grande partie des intellectuels ayant pignon sur rue médiatique, si j'ose dire, puisque l'unanimisme a été pratiquement acquis d'emblée et ne s'est pas démenti jusqu'à présent. Un unanimisme qui doit beaucoup, naturellement, à la personnalité de Kadhafi, avec sa gueule de sans-papier, avec sa tête et ses tenues extravagantes, mais aussi avec un sens particulièrement malvenu de l'isolement. Kadhafi a réussi à joindre contre lui une coalition qui n'est tout de même pas si facile que ça à construire et que l'on aurait du mal à imaginer pour beaucoup d'autres situations même comparables. Voyons par exemple ce qui se passe en Syrie ou en Palestine ou dans d'autres endroits où la vie humaine a relativement peu de prix. Donc sur le plan géopolitique, je dirais pour, disons, faire contrepoint ou un léger contrepoint à ce que disait Carlo, qu'il me semble que la première faute de Kadhafi, c'est ni d'avoir du pétrole, ni de régner d'une façon antidémocratique, ni aucun des reproches qu'on a pu lui faire, c'est de ne pas avoir de protecteur. Kadhafi s'est coupé de toute possibilité de protection internationale, même de la part de gens ou d'États, pardon, qui, dans d'autres circonstances, seraient volontiers portés à son secours. Et au contraire, il s'est mis à dos des puissances qui ne sont pas forcément sur le plan militaire les premières du monde, mais qui ont sur le plan diplomatique, économique, disons, sur le plan géostratégique, une importance tout à fait considérable, qui sont les puissances du Golfe. Et en effet, le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats ont joué un rôle absolument essentiel, faisant finalement de cette campagne militaire une sorte de vitrine de l'unanimisme humanitaire qui aurait saisi la planète entière. En y regardant de plus près, on voit bien qu'on est loin d'être dans cette situation-là, mais il suffit de regarder les discours qui étaient tenus à cette époque, c'est bien ce qui était dit, c'est bien ce qui était affiché. Le monde arabe, le monde européen sont ensemble, ce sont les premiers concernés. L'Afrique, certes, est dans l'ensemble contre, mais enfin l'Afrique s'exprime par le truchement de l'Union africaine. L'Union africaine, qu'est-ce que c'est ? Contrairement à la Ligue arabe, apparemment, ça n'est qu'un club de dictateurs, la Ligue arabe étant d'un seul coup parée de toutes les vertus démocratiques. Mais on n'en est pas à une contradiction près quand on a tellement envie de croire. Mais j'en viens là, pour le coup, vraiment à la deuxième partie de mon propos. Qu'attendre d'une guerre ? À supposer que l'insurrection, le soulèvement de Benghazi ait été suivi du bain de sang que Kadhafi avait promis et qui se serait produit, que pouvait faire une force armée
étrangère. À mon avis, bien peu de choses. Et c'est cela que je voudrais mettre en avant, c'est-à-dire l'impuissance de la force à régler les problèmes qu'elle entend atteindre, sur lesquels elle se concentre. En Libye, comme dans un grand nombre de pays auparavant où, disons, des formes variées d'impérialisme se sont manifestées, je dis des formes variées car l'impérialisme colonial, l'impérialisme territorial, l'impérialisme économique sont des variantes qui me semblent importantes à distinguer, même si elles peuvent se concentrer en un seul mouvement à un certain moment. Elles relèvent de catégories et de dynamiques qui ne sont pas identiques entre elles. Il me semble que là, on est dans la catégorie de ce que les anglo-saxons appellent l'impérialisme libéral, qui nous ramène néanmoins au temps colonial et à la diplomatie de la canonnière. Mais qu'est-ce que donc cette catégorie de l'impérialisme libéral, l'autre nom des campagnes militaro-humanitaires, peut enclencher? À mon avis, absolument rien. Ou plus exactement, un cercle vicieux de la violence. La raison en est que la raison, disons plus exactement, l'analyse un peu globale que l'on peut en faire, j'enlève le mot raison parce que ce serait aller trop loin, mais l'analyse qu'on peut en faire est la suivante. Elle repose, selon moi, sur une contradiction logique. Enfin, ce concept repose sur une contradiction logique. Il s'agit en effet d'imposer la démocratie, dont on prend bien soin de dire qu'elle sera construite à chaque fois selon les règles que veulent se donner les populations concernées, qu'elle ne sera pas une forme imposée de l'extérieur. En cela, on tire les leçons de la colonisation, d'un passé trouble que l'on veut conjurer. Et finalement, si l'on veut se concentrer sur le noyau dur philosophique, politique, qui est contenu dans cet idéal démocratique, on peut le caractériser comme la démilitarisation de la course pour le pouvoir, la pacification des rapports politiques. Quels que soient les types de rapports politiques que l'on noue, est démocratique la catégorie qui exclut la violence de cet entrelacis de rapports politiques. Moi, personnellement, c'est une définition qui me convient très bien. C'est une définition, disons, non normative, que je trouve très utile et à laquelle j'adhère volontiers. Seulement, voilà. Chercher, réactiver le slogan maoïste le pouvoir est au bout du fusil, se mettre dans une perspective, pardon Carlo, peut-être que ça va te choquer, ça, mais dans une perspective léniniste, à savoir une avant-garde éclairée, sachant manipuler la violence, qui va permettre au grand dessin historique de venir à jour et de s'accomplir. C'est ça que j'appelle le léninisme. Il peut être à visée progressiste, il peut être beaucoup plus conservateur, comme c'est le cas là. Ça reste pour moi le léninisme au sens d'une technique de saisie du pouvoir qui est à mon avis transposable au-delà de clivages politiques tels que ceux que j'ai évoqués. Mais précisément, en intervenant sur un mode militaire, on affirme que le pouvoir est bien au bout du fusil et que seuls les acteurs, les entrepreneurs de violence auront leur place dans le processus qui doit mener à l'exclusion du régime que l'on veut abattre. Et en faisant cela, on active le cercle vicieux, l'aspiration vers le haut de la violence. On sélectionne parmi les acteurs ceux qui sont les mieux armés, les mieux organisés du point de vue de la violence. On met de côté ceux qui ne veulent pas l'exercer et on enclenche une dynamique dans laquelle le plus violent est le plus apte à gouverner. C'est la raison pour laquelle, dès que la disposition, dès que je ne sais pas comment on appelle, je ne sais plus comment on appelle ça, la résolution, sur la résolution, la responsabilité de protéger, la fameuse R2P, a été adoptée,
personnellement, à sa lecture, ou enfin à la lecture des 10 lignes dans ce document de 5-6 pages qui sont consacrées à l'usage de la force, j'ai immédiatement compris qu'on était en marche, enfin j'ai immédiatement considéré, disons, qu'on était en marche vers cette réhabilitation de la guerre juste, car c'était l'usage de la guerre à des fins salvatrices, l'usage de la guerre par choix, de la guerre étrangère, qui était là remis en selle, et c'est cela que je pensais totalement inapproprié. Voilà, moi c'est l'essentiel de ce que je voulais dire. Peut-être pour enfoncer un petit peu le clou, je dirais que l'examen des conflits qui ont été conduits dans une visée qu'on peut appeler, je crois, de façon ironique certes, mais non fausse, des conflits civilisateurs, éliminons la barbarie de ces dictatures pour leur substituer le visage apaisé de la démocratie. Après tout, c'est bien de cela qu'il s'agit, c'est l'introduction de cette civilisation. Toutes ces guerres civilisatrices se sont soldées par des échecs. Leur caractéristique est d'être militairement gagnés, de pouvoir être décrits sous l'angle de la succession des victoires militaires. Jamais les Alliés n'ont perdu une bataille en Afghanistan, jamais ils n'ont perdu une bataille en Irak, comme d'ailleurs jamais la France n'avait perdu une bataille en Algérie, les États-Unis au Vietnam, l'Union soviétique en Afghanistan. Seulement, voilà, toutes ces guerres ont été perdues. Donc ces batailles sont gagnées, mais ces guerres sont systématiquement perdues, laissant derrière elles une traînée de violence, de gens qui ont appris à gagner leur vie au bout de la Kalachnikov ou, disons, du maniement des armes en général, et donc ayant déclenché des réactions en chaîne, une série de Fukushima, si l'on veut. D'ailleurs, j'étais frappé. D'ailleurs, l'analogie, pour moi, c'était vraiment gravée entre la prise de conscience de la gravité de ce qui s'était passé à Fukushima, enfin des suites du tsunami et de la fusion des réacteurs nucléaires de Fukushima, et le déclenchement de cette guerre en Libye que je voyais, moi, précisément, comme le début d'un réacteur nucléaire qui commençait à fondre, avec des tas de gens qui nous disaient « mais pas de problème, il y a du ciment autour de ça, il y a du béton, on contrôle tout ». Pas du tout. Une guerre, c'est par définition l'installation d'un brouillard d'une opacité telle que personne ne peut saisir ce qui se passe de l'autre côté. Ça consiste à allumer des mèches totalement imprévues qui ensuite se consument et aboutissent à des explosions, qu'il s'agisse de la fragmentation du pays, du ressurgissement de l'idéologie localiste en Libye, par exemple. Carlo y faisait allusion. À Misrata, on ne conçoit d'être gouverné que par des Misrata. À Benghazi, que par des ressortissants de la Cyrénaïque. À Tripoli, dans le Djebel Nafoussa, etc. En plus du fait que ceux qui ont saisi Tripoli, c'est-à-dire les gens du Djebel Nafoussa, veulent régner sur Tripoli, mais ce que les Tripolitains refusent, etc. Bref, on lâche des forces centrifuges qu'on est absolument incapable de maîtriser. On dissémine des armes, les 10 000 missiles qui sont apparemment manquants aujourd'hui. On s'enfonce par ailleurs dans le mensonge, la mise à jour de charniers qui finalement s'avèrent être des charniers de dromadaires, mais qui sont évidemment imputés à Kadhafi pour conforter l'image de serial killer qui aurait été mis hors d'état de nuire dans les conditions actuelles. Bref, tout cela montre le malaise dans lequel on se trouve, mais l'aggravation d'un cycle de violence dont, à mon avis, on n'arrivera pas à sortir. La solution pourrait être, le cas échéant, et elle l'a été dans le passé, l'installation d'une tutelle. C'est après tout ce qu'on a fait au Kosovo et qui permet de faire de cette guerre dite humanitaire, je vous rappelle qu'on a utilisé la formule, c'est Václav Havel qui a été parfois mieux inspiré qu'il l'avait utilisé, qu'il avait mise sur le marché, si j'ose dire. On avait utilisé la formule de bombardement humanitaire. Il faut ne jamais avoir imaginé ce qu'est un bombardement pour produire un tel oxymore
qui touche à l'obscénité, et si ça n'avait pas été Václav Havel qui l'avait prononcé, je crois que son auteur aurait été quand même plus justement matraqué, enfin en tout cas il aurait eu affaire à une critique un peu plus vive. Mais bon, le Kosovo, comme la Libye, rassemblait vraiment une unanimité, et c'est aussi sans doute cela qui explique la chose. La responsabilité de protéger, donc, c'est cette réhabilitation de l'entrée en guerre sous certaines circonstances, comme on est dans une fac de droit, je les rappelle tout de même, crime de guerre, crime contre l'humanité, purification ethnique et génocide. Moi, il me semble que le crime de guerre étant consubstantiellement lié à la guerre, peut-être pas dans l'esprit des gens qui font le droit de la guerre, mais en tout cas dans l'esprit de ceux, enfin dans le vécu de ceux qui subissent les guerres, ça c'est une réalité historique, politique, sociale, absolument impossible à ignorer. On voit que le champ d'application est à la fois impossible, général, enfin que ça ne veut vraiment rien dire, et on peut s'interroger quand même sur la façon dont des résolutions d'une telle importance peuvent être prises avec une telle légèreté. Je précise aussi, et je terminerai là-dessus, que protéger une population, ça n'est pas simplement sécuriser un bout de territoire. Ça, on pourrait dire qu'à condition qu'il soit relativement limité, c'est le cas au Kosovo, où on installe... Pardonnez-moi, je m'aperçois que j'ai fait une ellipse, et là, j'ai oublié de... Je n'ai pas terminé le petit bout de raisonnement que je voulais introduire sur le Kosovo, j'en ai pour 30 secondes. Au Kosovo, on s'est assuré des suites de la guerre en installant une tutelle. Le Kosovo est un petit gouvernorat sous les auspices de l'OTAN, et dont l'essentiel des ressources proviennent soit de fonds mafieux, soit de l'injection par l'Europe de 300 millions d'euros par an, qui sont l'essentiel des liquidités de cette région. Et si ça n'était pas, disons, le casernement de l'OTAN qui permettait au Kosovo de vivre dans le cadre territorial de l'Europe, on voit bien que les massacres auraient continué et que le cours de l'histoire aurait été totalement différent. Eh bien, le paradigme du Kosovo, guerre aérienne avec une force terrestre qui vient saisir le pouvoir, il ne peut évidemment pas être reporté, transposé en Libye, puisque, en dépit du caractère absolument juste, moral, vertueux de cette guerre, on est tout de même tenu par quelques considérations politiques et historiques, et il n'est pas question que des forces étrangères viennent occuper la Libye. Donc la condition même de réussite du modèle Kosovo qui avait été employé est absolument inatteignable. De toute façon, le modèle serait-il transposable? Une force d'occupation serait-elle politiquement pensable? Qu'elle deviendrait rapidement ce que toutes les forces d'occupation deviennent, c'est-à-dire un objet de haine, un objet de rejet, et elle aurait été elle-même engagée dans une guerre comme l'ISAF en Afghanistan, l'ONUSOM en Somalie, et j'en passe bien d'autres. Autrement dit, c'était une aporie. Donc la guerre ne crée pas la démocratie, la guerre crée la guerre, et elle est donc impuissante à atteindre les objectifs qui lui sont assignés. Et je terminerai en invitant à, disons, au-delà de cette réflexion sur la guerre et son impossibilité à réaliser ses objectifs, à également une réflexion sur la religion de la toute-puissance technologique, la croyance dans le fait que cette guerre menée d'ailleurs, cette guerre menée par des drones, des missiles, des avions extrêmement sophistiqués. Donc cette guerre, zéro mort d'un côté, naturellement, c'est une sorte de... Enfin, c'est une réactivation d'une autre croyance qui, certes, souffre un petit peu, vu les questions écologiques, environnementales, qui nous angoissent tous, mais là, elle trouve dans la technologie militaire un ultime point d'ancrage, un ultime territoire sur lequel se construire.
la puissance technologique militaire nous garantit apparemment la guerre zéro mort, donc les interventions d'humanité qui vont remplacer la bonne vieille diplomatie de la canonnière. Et c'est sur ce propos peu encourageant que je m'arrête en vous remerciant de votre attention.